OK. Alors, je vous présente nos panélistes de ce soir. Donc, M. Rénal Hawkins, qui est notre directeur général à la Société de sauvetage, qui va vous parler de la mission de la Société de sauvetage. On a aussi avec nous François Lépine, qui est directeur au programme et au développement des affaires à la Société de sauvetage. François est aussi la personne ressource qui a été présente sur l'ensemble des tables de concertation, tant avec la santé publique qu'avec la CNESST, que l'APSAM, et qui a travaillé avec des bénévoles, avec d'autres gestionnaires aquatiques, l'ensemble des mesures qui vont vous être présentées ce soir. Il est aussi présent sur les tables nationales où on a revu le contenu des formations. On a aussi avec nous François Houle. François est bénévole à la Société de sauvetage depuis plusieurs années déjà. Il est mentor et il a aussi travaillé avec un groupe de travail bénévole sur le contenu des requalifications sauvetage national des 4 options. Donc, merci François d'être là ce soir. Puis François a donné ses premières formations en fin de semaine, donc il pourra vous parler aussi de l'expérience vécue avec les nouveaux contenus et les nouvelles façons de faire. Et on a Anouk Gadebois qui est avec nous. Anouk est aussi bénévole avec nous à la Société de sauvetage depuis plusieurs années. Elle est mentor. Elle a été responsable du groupe de travail pour les premiers soins. Donc, puis elle est formatrice moniteur, tout comme François aussi. Alors, ce sera nos panélistes de ce soir. On peut changer la slide, s'il vous plaît. François? Merci. Donc, pour le fonctionnement du webinaire, comme je vous disais, les caméras et les micros sont fermés. Alors, pour poser vos questions, il y en a qui l'ont déjà expérimenté, mais il y a un Q&R ou un Q&A selon la version que vous utilisez de Zoom, si c'est en français ou en anglais. Donc, je vais vous demander de poser vos questions via ce question-réponse-là. Et c'est par là qu'on pourra vous répondre. On ne répondra pas aux questions sur le chat. Donc, c'est plus facile de gérer qu'un seul endroit, surtout que vous allez être pas loin de 500 ce soir. Donc, ce sera plus facile. Et vous pouvez regarder aussi les réponses et les questions là, via le Q&A pour pouvoir là, voir qu'est-ce qui circule. Mais je vous invite à écouter le webinaire. Souvent, la majorité des réponses à vos questions sont abordées là, par les différents panélistes. Au niveau de la Société de sauvetage, présentement, on est en mode télétravail, mais on recommence à revenir au stade de façon graduelle. Donc, on est aussi, une bonne partie du personnel est à 75% de ses tâches. Donc, il est possible que quand vous écrivez des courriels ou vous laissez des messages, que le délai de réponse soit un petit peu plus long. Mais inquiétez-vous pas, on finit par répondre et par vous rappeler là, sans problème. On a mis sur pied une page sur le site web de la Société de sauvetage où vous allez retrouver l'ensemble des documents des webinaires ainsi que les liens pour pouvoir visionner les différents enregistrements qui sont sur YouTube. Donc, dans la section sauvetage de notre site web, il y a une page documents COVID-19 et c'est toute la documentation rattachée aux différents webinaires. Donc, dès demain, l'enregistrement de ce webinaire-ci sera disponible sur le site web, ainsi que le PowerPoint. Là. Donc, en fin de journée, demain, on devrait pouvoir vous rendre ça tout disponible et tous ceux qui ont eu lieu bien avant là, sont aussi disponibles. Pour ce qui est des cours en suspens, donc plusieurs centres aquatiques ont repris les formations, ont repris les requalifications. Là, c'est maintenant possible de le faire. Donc vous pouvez là, contacter le centre aquatique avec lequel vous avez suivi votre cours, s'il y a des sauveteurs ici là, qui avaient interrompu leur formation de croix de bronze ou de sauveteur national là, dans la période du COVID. Donc, contactez vos centres aquatiques. Là, il y a certains centres qui sont en train de planifier la reprise pour ces examens-là. Donc, tout est en train de reprendre. Juste cette fin de semaine, il y a eu plusieurs requalifications, tant en plage qu'en piscine, qui ont eu lieu aussi. Donc, tranquillement, pas vite, les opérations reprennent. Il faut juste laisser le temps aux gestionnaires là, de bien s'installer et de mettre en place la majorité des mesures qui ont été exigées ou recommandées. Au niveau de la validité des brevets, la Régie du bâtiment avait mis une mesure d'accommodement au niveau d'un 45 jours qui serait disponible à partir du moment où les plans d'eau ouvriraient.
Donc, comme l'annonce des plans d'eau, la réouverture des plans d'eau a été faite le 30 mai dernier par la ministre McCann. Mais la validité des brevets, là, le 45 jours, a débuté le 30 mai dernier, ce qui fait que les sauveteurs du Québec ont jusqu'au 13 juillet pour se requalifier si leur brevet venait à échéance dans la période du COVID. Donc, si le brevet venait à échéance en mars, avril, mai, août, en juin, en ce moment, les sauveteurs ont jusqu'au 13 juillet pour se requalifier, mais peuvent quand même surveiller durant cette période d'accommodement de 45 jours-là. On est en démarche auprès de la Régie du bâtiment pour voir s'ils vont maintenir le 45 jours ou s'il y aura des annonces différentes. Donc, suivez notre site web ou notre page Facebook si jamais on a des nouvelles à ce niveau-là. On les publiera là, rapidement. D'ailleurs, tout ce qu'on vous présente ce soir, c'est du contenu qui est valide en ce moment. Donc, ça se peut que ça change, ça se peut qu'il y ait des mesures qui puissent s'assouplir, que d'autres mesures soient mises en place au courant de l'été. On fera toujours l'annonce et la publication via nos réseaux sociaux et le site web en premier. Et par la suite, bien, quand c'est des changements importants, on envoie une infolette à l'ensemble de nos membres. Donc, je vous invite à aller, si ce n'est pas déjà fait, vous mettre membre de notre page Facebook Société de sauvetage et à consulter de façon régulière notre site web. On a une zone COVID d'ailleurs sur le site web. Donc, si vous avez des questions via le question-réponse, j'en ai déjà 6 en attente, je m'en viens, ce ne sera pas bien long. Et si après le webinaire ou dans le prochain jour, vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à alerte@sauvetage.qc.ca et ça me fera plaisir de vous répondre aussi. Alors, je passe la parole à notre directeur général, M. Hawkins, et je vous souhaite un bon webinaire. Merci, Guylaine. Bonne soirée à tout le monde. Vous êtes pratiquement 500 membres qui participent à ce webinaire-là qu'on a adapté en fonction des plages. Vous savez, notre mission qui consiste à favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau n'a jamais pris autant son importance dans un contexte de COVID-19 parce que justement, on veut s'assurer que tout le monde qui soit près de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau soit sécuritaire et qui pas juste éviter la noyade, mais aussi éviter les autres traumatismes. Et là, on pourra associer le fameux virus de COVID-19. Alors, vous comprendrez que pour nous, à la Société de sauvetage, ouvrir les lieux de baignade tels que les piscines, les plages maintenant à compter d'aujourd'hui et on l'espère bientôt les parcs aquatiques, fait en sorte que les gens peuvent aller se baigner, se rafraîchir, nager dans des endroits qui sont bien encadrés, bien aménagés et ce, dans les respects des règles de salubrité et de santé et de sécurité, là où il y a le moins de noyades. Moins de 1 % de nos noyades au Québec ont lieu dans les endroits surveillés. Il restera toujours que c'est 1 % de trop, mais si je compare aux plans d'eau naturels tels que les rivières ou les lacs, où à l'heure d'eux, ça cause quasiment 70 % des noyades partout au Québec. Donc, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, l'activité de baignade qui est le facteur le plus déterminant. Il reste que pour nous, on souhaite que la baignade dans les endroits aménagés avec des surveillants sauveteurs tels que vous, avec les exploitants qui se préoccupent de santé et d'hygiène auprès de leurs usagers, va faire en sorte que ce ne sera pas un lieu de transmission du virus, puis un lieu où il n'y aura pas de noyade durant les prochaines semaines. Encore une fois, merci d'être présent avec nous et j'invite maintenant à suivre cette conférence-là pendant le prochain 45 minutes et n'hésitez pas à poser vos questions et de voir justement quelles sont nos réponses. Merci, bonne soirée. Merci, Ronald. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter quelle a été la démarche pour en venir à ce qu'on va vous présenter ce soir, que ce soit les adaptations au niveau du sauvetage, la surveillance aquatique et de la réanimation. Dès que les piscines ont été fermées par la santé publique au mois de mars, on savait qu'on allait devoir préparer une ouverture et on a déjà mis en place certains groupes pour faire une veille sur ce qui se passait ailleurs, parce qu'ailleurs, ils ont fermé avant nous et on s'attendait à ce qu'ils réouvrent aussi avant nous. Donc, il y a une veille qui s'est faite au niveau international.
Il y a des groupes de travail qui sont formés aussi au niveau national. La Société de sauvetage du Canada, via la Commission nationale des normes de sécurité et via la Commission des programmes, a travaillé à développer plusieurs outils que vous êtes en mesure de consulter et qui visent à justement préparer là, le moment qu'on vit maintenant, la réouverture des lieux de baignade. Et toute notre préoccupation était principalement axée sur la sécurité des baigneurs, mais aussi la sécurité des surveillants sauveteurs. Donc, il y a un vaste travail de consultation qui a été fait. Et au Québec, on s'est assuré aussi de travailler avec la santé publique. Tout d'abord, l'Institut national de la santé publique, qui ont collaboré à trouver des réponses au niveau scientifique. On avait des questions sur les lieux de baignade, la désinfection, la réanimation. Et ils ont publié de la documentation qui est disponible là, sur son site pour justement exploiter puis bien connaître la problématique de la COVID-19. On a travaillé aussi avec la direction des soins préhospitaliers du ministère de la Santé et ils ont adapté des protocoles de réanimation spécifiques pour la noyade en contexte de COVID-19 qui sont publiés sur le site du ministère de la Santé, sur le site d'Urgence Santé. On a travaillé aussi avec la santé au travail. Puis d'ailleurs, les adaptations qu'on a développées au niveau sauveteur national pour la requalification, entre autres, et les méthodes de travail ont été validées par le groupe Santé au travail de l'Institut national de la santé publique. Donc, on a voulu s'assurer du travail sécuritaire là, des surveillants sauveteurs en contexte de COVID-19. Et puis d'ailleurs, notre partenaire, l'APSAM, a été d'une aide et d'un travail exceptionnel pour ce qui est de développer autant les méthodes de travail que nous aiguiller sur les équipements de protection de sécurité individuelle que doivent porter les surveillants sauveteurs dans le cadre de leur travail. Donc, ce soir, on a fait un retour là, sur la Société de sauvetage en situation de COVID-19. On a parlé aussi de surveillance aquatique en situation de COVID-19, puis le travail de concertation qui a été fait. On va vous présenter les bulletins d'information, les modes de transmission de la COVID dans un lieu de baignade. Je pense que c'est important de savoir comment la COVID-19 peut se propager dans un lieu de baignade. Et à ce moment-là, en sachant comment on va être en mesure de prévenir différents incidents potentiels. On va parler de l'accueil à la plage, des groupes d'enfants, des moyens de prévention, le plan d'organisation de surveillance. Et évidemment, on va terminer par la réanimation des noyades en contexte de COVID-19 et les adaptations que les surveillants sauveteurs doivent faire. Je vous informe aussi que tout au long de la présentation, il est possible de poser vos questions et nous pourrons y répondre. Et ces questions-réponses sont disponibles là, après la présentation dans votre tableau de bord. La COVID-19, c'est une maladie qui est donnée par le SARS-CoV-2, qui est un nouveau coronavirus. Donc, on connaît peu d'informations sur ce coronavirus et les informations sont nouvelles à mesure qu'on l'étudie et qu'on apprend à mieux le connaître. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'il est transmis, le principal mode de transmission, c'est par des gouttelettes qui sont expirées par la bouche, par le nez. Quand deux personnes se parlent face à face, à une distance de moins de 2 mètres, mais ils augmentent considérablement le risque de se contracter la COVID-19. Donc, en éternuant, si j'éternue dans ma main, je vais mettre des gouttelettes dans ma main qui pourraient contenir le virus. Et si je touche à des objets, je vais propager et mettre le virus sur différents objets qui pourraient être à leur tour touchés par d'autres personnes qui, elles, vont se frotter les yeux, se frotter le nez, puis être susceptibles d'attraper la COVID. Donc, le principal risque, c'est la proximité des gens lorsqu'ils se parlent dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on encourage beaucoup le port du couvre-visage ou du masque. C'est pour protéger les autres, c'est pour garder nos gouttelettes pour soi et puis empêcher que le virus se propage. Puis d'ailleurs, ça fonctionne assez bien, les méthodes de distanciation, parce qu'il y a une baisse des gens qui ont contracté la COVID au Québec. Donc, il faut continuer à garder les moyens de distanciation, puis porter le masque,
On ne porte pas le masque à la piscine, par contre, si on est capable de maintenir les distances, ce n'est pas un élément qui est essentiel. Pour ce qui est des objets, bien, les vestes de sauvetage, les équipements de sauvetage aussi peuvent être susceptibles d'être porteurs du SARS-CoV-2 puis de contaminer d'autres personnes si on prête les objets. Dans l'eau, le risque est très faible. Le virus est très fragile. Les coronavirus sont fragiles dans l'eau. Dans l'eau de baignade en piscine, vous avez certainement dû en entendre parler. Le risque est très, très faible. Ils sont détruits facilement avec l'eau qui est entretenue selon les règles habituelles. En plage, le risque est très, très faible aussi à cause du grand volume d'eau qui est disponible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques en la matière. Puis si vous souhaitez les consulter, bien, ils sont disponibles là, via la fiche que l'Institut national de la santé publique a produite. Donc, on maintient la distance pour se protéger des gouttelettes. On essaie de ne pas se parler face à face ou de mettre un couvre-visage si on ose parler de façon rapprochée. Et si on touche à des objets, bien, on les désinfecte, les objets, avant de les prêter à une autre personne. On garde ses propres objets à soi pour ne pas justement contracter ou faire en sorte de propager le virus. Je vais maintenant céder la parole à Anouk pour la seconde partie de la présentation. Bonsoir. D'abord et avant tout, je veux juste vous sensibiliser au fait que vous êtes tous en train de converser sur des histoires de Harford, Oka, puis tout ça. Je pense que la discussion n'est pas propre à ça ce soir, donc si c'était possible de cesser, ça serait très gentil. Donc, les recommandations de la Société de sauvetage, il ne faut pas oublier que vos employeurs ont des obligations, puis en tant que sauveteur aussi, vous avez des obligations pour travailler sur vos milieux, mais dans l'ensemble des normes et des commissions qui ont été créées, puis dans le national de la Société de sauvetage, il y a plusieurs stratégies qui ont été développées pour que vous soyez capable d'intervenir en toute sécurité. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples, mais il faut savoir aussi que il y a une commission des normes qui a été créée par rapport à tout le national. Tout le Canada comment je pourrais dire, je ne me souviens plus du mot, mais a participé à plusieurs élaborations de bulletins qui ont permis d'établir les normes pour les installations aquatiques, que ce soit pour les piscines, les plages, et en lien avec le COVID. Donc, il y a plusieurs bulletins qu'on peut retrouver sur notre site de la Société de sauvetage que vos employeurs ont consulté, mais que je vous invite aussi en tant que sauveteur à consulter pour que vous soyez beaucoup plus, je dis puissant, mais plus en connaissance de vos droits et des choses que vous devez appliquer sur le bord de vos piscines. Je dis piscine, mais c'est plage ce soir. Donc, voici les titres des différents bulletins qu'on a traversés à travers ces 2 à 3 derniers mois. Donc, il faut savoir qu'on a débuté par les bulletins d'information pour minimiser les risques en cas d'intervention. On a collaboré avec l'APSAM, on a fait aussi une collaboration avec tout le national, mais il y a aussi tout le volet SPU, Service hospitalier d'urgence, qui a fait en sorte que on a été capable de mettre les ventilations en premier lieu et en premier plan dans le contexte de noyade. La INSPQ, comment nettoyer, désinfecter les espaces publics. Tout ce qui est concept de qualité de l'eau. Tout ce qu'on maintient dans les normes de qualité de l'eau va nous permettre de faire la désinfection du matériel qu'on pourrait utiliser, mais aussi des objets flottants qui vont être utilisés pour la surveillance. Tout ce qui est équipement de protection individuelle pour le personnel aquatique. Il y a aussi sur votre tableau de bord un volet du règlement B1.1R11 qui a été mis en place pour s'assurer que vous êtes en mesure d'avoir tous les bons outils pour pouvoir intervenir. Et tout ce qui est directive pour la formation du personnel parce qu'il ne faut pas oublier... Il y a plein de nouvelles choses qui sont sorties, mais il faut aussi pratiquer pour réussir à bien mettre en place en cas d'intervention.
ça fait un peu le résumé dans les lignes directrices qui ont été ciblées, mais si, mettons, je prends pour exemple l'équipement de protection individuelle qui est le port des lunettes de protection, qui est une protection oculaire, qui ne sont pas vos lunettes personnelles, mais une lunette qui est beaucoup plus large, autant sur les côtés qu'en hauteur, avec le port du masque de procédure. Le masque de procédure, c'est le masque de papier jusqu'à présent qui est utilisé lorsque vous êtes en intervention. La protection oculaire et le masque de procédure peut être remplacé par une visière et le masque de procédure. Si jamais le masque de procédure enfreint votre visière, que ça bue, tout ça, c'est raisonnable de penser de porter seulement la visière, mais on vous encourage fortement à avoir les deux pour une meilleure protection. Donc, dans les contextes d'intervention, on va aussi rajouter les gants. Puis, on va vous en parler un petit peu plus tard là, d'un peu quand ou comment on fait les choses en lien avec ça. Il y a toute une révision aussi des programmations aquatiques, la capacité des gens qui viennent sur le bord de nos plages. Mais c'est surtout un principe d'application dans les plages de distanciation physique entre eux. C'est le guide que l'ARAC, donc l'Association des responsables aquatiques du Québec, qui a mis en place pour nous aider à la relance de nos activités aquatiques. Maintenant, on est à la Xème version. Ils ont travaillé très fort à chaque semaine. Il y a eu des nouvelles versions et maintenant, il y a le volet plage inclus, donc à la lumière de ce que la INSPQ a rajouté. Donc, ça devient super intéressant. Ce qui est dans le contexte de la capacité maximale des baigneurs sur le bord d'une plage, on va parler d'un 7 mètres carrés qui est très, très similaire à ce qui est appliqué dans les piscines. Dans les piscines, on pourrait aussi se permettre de croire que quand ce n'est seulement que des enfants, on pourrait établir un 4 mètres carrés. Encore là, pour ceux qui sont gestionnaires ou superviseurs, Éric Hervieux a développé un bel outil, là, un Excel, pour réussir à définir c'est quoi la capacité de votre baigneur. Mais dans le contexte d'une plage, ce qu'on va vous faire faire comme exercice, c'est de mesurer la partie plage et la partie sable. Et c'est la plus petite partie des deux qui va prendre le dessus. Donc, il faut s'assurer que les gens qui sont tous dans la plus petite partie puissent, oui, effectivement, se rendre dans la grande partie et vice-versa. OK? Comme ça, on peut toujours garder la distanciation physique. C'est à peu près l'équivalent d'une 50aine de pourcentage de réduction de la capacité habituelle. Il y a plusieurs stratégies qu'on met en place pour réussir à mettre cette capacité-là en place. Je m'excuse. Mais on parle aussi d'une approche qui est pratique, OK? Je m'excuse 2 secondes. On veut s'assurer que les baigneurs qui peuvent se croiser, mais qui ne se touchent pas dans le bassin. C'est pour ça qu'on va miser un 7 mètres carrés. On va y arriver. Avec l'accueil des baigneurs, ce qu'on fait en soi, c'est que on veut, oui, favoriser un autodiagnostic autant de notre personnel que des gens qui vont venir sur le bord de nos plages. OK? Avec la INSPQ, ce qu'on a recommandé, c'est de s'assurer que les gens n'avaient pas de symptômes par eux-mêmes avant de se présenter sur les différents bassins. Oui, on le sait que le volume d'eau fait en sorte que on va diluer le coronavirus, mais en soi, il y a aussi tout le contexte de proximité sur la plage qui peut être maintenu. Donc, c'est au gestionnaire aquatique de décider comment il veut voir son bassin. Est-ce que c'est un bassin de rafraîchissement? Est-ce que c'est un bassin de gens qui vont faire des allées, des venues? Est-ce qu'on veut les laisser sur la plage? Mais dans tous les cas, contrairement aux piscines où on fait entrer les usagers, où on pourrait favoriser le questionnaire. Là, dans les cas de plage, oui, on va favoriser une entrée et une sortie distincte, mais on va demander aux gens de faire l'autodiagnostic de soi. Même chose pour le personnel. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous ressentez des symptômes qui sont similaires à ceux de la COVID et que vous avez des soupçons, d'appeler votre superviseur le plus rapidement possible et de ne pas vous présenter sur les lieux.
OK? Faites une entente avec lui. Téléphonez à la ligne COVID et cette ligne-là va vous donner les consignes pour la suite des choses. Différentes pancartes qu'on pourrait retrouver. Ce sont des pancartes que la Société de sauvetage a mis, je pense que c'est dans votre tableau de bord. Guylaine me corrigera si ce n'est pas le cas. Anouk, c'est disponible sur la page de notre site web où il y a les webinaires et où il y a les PowerPoint. Donc, dans la section sauvetage, documentation COVID, vous allez avoir les PDF de ces affiches-là. Excellent. Donc, en ce moment, toutes les PDF, vous pouvez vous en inspirer comme vous pouvez les prendre telles quelles, mais ça va être à vous de faire de les imprimer, en fait. OK? Fait que si vous les voulez d'une telle grandeur, ça va être à vous de les envoyer chez l'imprimeur. Mais vous pouvez vous en inspirer, prendre des petits logos, juste porter une attention en ce moment sur tout ce qui est la distanciation physique, c'est le 2 mètres. Donc, si vous accueillez des enfants et tout ça, bien, vous prenez la décision de l'aborder peut-être différemment, peut-être revoir cette distanciation physique-là. Anouk, je vais t'interrompre une minute. Oui. Il semblerait que les gens n'ont pas compris l'espace plage, l'espace sable, le 7 mètres. Je ne sais pas si on peut juste revenir là, parce que les gens ne semblent pas avoir compris. Fait que peut-être refaire un petit wrap-up, puis plutôt que d'écrire vos questions, peut-être écouter Anouk en ce moment. Et ça va probablement répondre à toutes vos questions qu'il y a sur le webinaire. Donc, peut-être revenir sur le calcul du 7 mètres. Pourquoi 7 mètres carré quand c'est 2 mètres de distance? Donc, on me pose la question, pourquoi pas 2 mètres par 2 mètres? Je te laisse répondre à ça, Anouk. Merci. Parfait. Au niveau des calculs scientifiques qui ont été émis, c'est qu'on pense qu'un baigneur doit avoir une distance, bien pas une distance, mais un carré pour lui-même de 7 mètres carrés. OK? Mais ce 7 mètres carrés-là peut inclure une mère et un enfant dans la même capacité. Il ne faut pas oublier, oui, ce n'est pas un 2 mètres par 2 mètres parce qu'on ne veut pas qu'il soit cadré, collé quand même. OK? Fait qu'il faut avoir de l'espace pour pouvoir se déplacer et justement éviter les contacts de proximité. Ce qu'il faut penser dans la capacité d'accueil, c'est que la plus petite partie, OK? Donc, si c'est votre plage qui est la plus petite partie, tous les gens qui sont dans cette plage-là, qui sont dans la plage, peuvent se retrouver sur le sable. OK? Et sur le sable, si c'est votre plus grande partie, ça ne devient pas un problème. OK? On s'entend? Parce qu'on a bien calculé nos choses. Ils vont être quand même à 2 mètres de distance, puis ils vont avoir leurs 7 mètres carrés. Si on calcule l'inverse, on dit, OK, dans mon sable, qui est la partie la plus grande, je peux avoir, je dis n'importe quoi, OK, 150 personnes. Mais que dans ma partie plage, je peux en avoir 50 quand je calcule un 7 mètres carrés. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils décident de tous se retrouver dans la partie eau, donc la partie plage, ils ne respectent plus le 2 mètres de distance. Fait que c'est un peu dans ce volet-là. Donc, en plage, c'est vraiment comme la superficie de l'eau et la superficie du sable qu'il faut calculer. Puis il faut comparer, puis il faut prendre la plus petite partie des deux pour pouvoir établir une capacité d'accueil. J'espère que c'est plus clair. J'ajouterais, si vous permettez, Anouk, j'ajouterais que justement, il ne faut pas oublier que les gens ne sont pas statiques, comme disait si bien Anouk. Là. On n'est pas dans une ligne pour entrer à la pharmacie ou à l'épicerie. On est vraiment en train de bouger. Donc, on peut accueillir les gens plus près parce qu'ils demeurent sur le même lieu d'adresse, mais il reste qu'il faut prévoir la capacité maximale. Fait que l'exemple d'Anouk vous a donné, 150 sur le sable, 50 dans l'eau. Bien, normalement, vous devriez dire que votre capacité d'accueil est de 50 personnes et non de 200 personnes. Exactement. Donc, voilà, fait que ça fait un peu le tour pour le 7 mètres carrés. Mais ce qu'il faut savoir ici dans les stratégies recommandées pour la INSPQ, ça devient les parties les plus importantes. Ils proposent de mettre en place un système de réservation ou un autre moyen pour limiter l'accès puis créer les files d'attente pour rentrer sur notre plage.
OK? Là, après ça, c'est une décision du gestionnaire de comment l'appliquer son système de réservation. OK? Nous, avec la lumière de la INSPQ, c'est ce qu'on propose. Prévoir, si c'est possible, un point d'entrée et un point de sortie distinct. OK? Fait qu'on va encourager les gens à rentrer par un endroit et à sortir par un autre. Si ce n'est pas possible, juste s'assurer d'avoir le 2 mètres de distance. Tu sais, des fois, il y a juste un trou, mais on s'assure de valider les sens uniques ou d'avoir un 2 mètres de distance pour réussir à faire une entrée et une sortie distincte. Vous pouvez toujours aussi embaucher un gardien à l'entrée qui va rappeler les consignes parce que, comme on dit, ce qui est recommandé jusqu'à présent, c'est que les gens s'autodiagnostiquent et ne se présentent pas s'ils ont des symptômes. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec ce gardien-là, on va assurer le rappel des consignes. La distanciation physique, oui, est de mise. L'étiquette respiratoire, il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas que les gens portent le masque dans l'eau pour leur santé. On ne voudrait pas qu'ils enfreignent la respiration. De s'assurer que les panneaux informatifs sont présents, donc de revoir les consignes, de répéter le lavage des mains, de s'assurer d'avoir des points d'eau pour réussir à faire ce lavage-là. C'est sûr que les marques au sol, on peut les marquer autant avec des cônes, des drapeaux, OK? Parce que dans le sable, on s'entend que ce n'est pas le même marquage que d'une piscine, mais s'assurer qu'on peut favoriser là, je dis une circulation qui est très, très similaire de fois en fois. Vous, votre job en tant que sauveteur, c'est de surveiller. OK? Ce n'est pas de faire la police de la distanciation physique, mais surtout de vous assurer que vous veillez à la sécurité des baigneurs. C'est pour ça qu'on vous met sur les plages. Puis comme Rénal l'a si bien dit, notre objectif, c'est de diminuer nos statistiques de noyade. Et dans nos milieux surveillés, on voudrait garder ce petit volet de statistiques de noyade, même si on voudrait ne pas en avoir. Au niveau de la désinfection, si vous avez un prêt d'objets de location d'équipement, OK, vous prêtez des kayaks, vous prêtez les VFI qui sont avec, il faut juste s'assurer, je dis juste s'assurer, mais il faut établir une organisation de travail qui permet de désinfecter avant et après la location d'équipement. OK? De vous assurer que vous êtes capable de favoriser tout cet équipement-là et cette organisation de travail-là, autant par les sauveteurs. Vous pourriez peut-être demander aux baigneurs, ça dépend de votre contexte, ça dépend de où vous êtes, à voir. Pour ce qui est du prêt des VFI, OK, on va vous encourager à faire le prêt des VFI, idéalement, ça ne devrait pas être une contrainte, la désinfection à ce prêt de VFI-là pour éviter des noyades. On va vous encourager à immerger le VFI dans une solution d'eau de javel, puis on va l'immerger 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre. Si vous êtes capable de l'immerger totalement, il peut rester que 15 minutes là, dans cette solution-là. Et par la suite, on le fait sécher avant de le partager à un autre candidat ou usager. Ce qu'il faut savoir, c'est que la désinfection doit être fréquente. Les chaises, les miradors, les bouées de tubes, les tubes de sauvetage, les aquaplanes, ce sont vos outils de travail à vous. Ce sont des surfaces qui doivent être fréquemment désinfectées, voire même, je dirais, aux 30 minutes, là, mais fréquemment, ça pourrait être aux 2 heures. OK? Mais ce qu'on va vous encourager à faire, c'est dès qu'il y a partage, d'assurer une désinfection avant et après. Donc, partage, souvent, c'est la chaise des miradors. L'aquaplane, vous avez le temps de le désinfecter probablement entre chaque. Mais les bouées, soit torpilles ou les tubes de sauvetage, eux, on va vous encourager à en avoir un par sauveteur. Si vous en avez un par sauveteur, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de partage, donc moins de risque de contamination, même si dans la théorie, votre autodiagnostic est négatif, vous répondez non à toutes les questions.
Les deux mesures qui sont le plus importantes, autant avec les groupes d'enfants qu'avec vous, OK, c'est la distanciation physique. Là, dans les groupes d'enfants, c'est un petit peu plus particulier parce qu'en ce moment, ils ont eu le hockey d'une distanciation physique de 1 mètre. OK? Là, il y a quelques bulles qui est différent. Mais si ce sont seulement des groupes d'enfants qui viennent dans vos bassins, autant en plage, peut-être penser à les isoler, à créer un endroit que pour eux, pour pas qu'ils soient mélangés aux autres, ou à faire en sorte que le bassin est réservé que pour eux. C'est sûr que les plages, parfois, c'est pas dans notre optique d'être capable de le réserver que pour eux, sauf que c'est des choses qu'on peut penser. OK? Les réservations, on peut les faire de 1 à 2 heures, on peut faire un petit peu plus de rotation, s'assurer que les gens ont accès aux toilettes, OK? Mais que les enfants arrivent déjà changés sur le bord de la piscine. Je dis piscine, je suis désolée, je suis pas mal dedans en ce moment, sur le bord de la plage. Toujours vous assurer que vous avez quand même les tests de nage qui sont faits. Informer les enfants des différentes profondeurs qu'ils peuvent avoir dans la plage. Planifier les prêts VFI parce que vous allez avoir à les désinfecter. Donc, si vous en avez 10, mais qu'il y a 20 enfants qui viennent, ben oui, OK, on va partager les VFI, sauf que entre les 10, entre les deux, là, vous en avez 10 qui vont dans l'eau, bien, après ça, vous devez désinfecter pendant minimum 15 minutes avant de les reprêter aux autres. Et là-dessus, il faut qu'ils sèchent aussi. Donc, il ne faut surtout pas oublier cette organisation de travail-là. Les enfants pourraient apporter leur propre VFI. On va informer, puis surtout, il ne faut pas oublier que souvent, ce sont moins d'animateurs parce que ils viennent en plus petits sites au lieu de venir en plus grosse quantité de sites. Donc, s'assurer que tout le monde est là présent et qu'ils sachent comment faire les surveillances autour de ça. La crème solaire avec les enfants dans les groupes d'enfants doit être appliquée 30 minutes avant toute baignade ou douche. Donc, juste à s'assurer que les groupes d'enfants ont réussi à appliquer la crème solaire avant de passer sous la douche. Donc, je vais juste spécifier une petite chose parce que les gens ne semblent pas avoir compris. Là, on désinfecte avec une recette d'eau de Javel, pas de l'eau de Javel pure. Là. Peux-tu juste rappeler la recette? Là? Les gens ont compris qu'ils désinfectaient ça avec l'eau de Javel pure. Non. François, est-ce que tu pourrais retourner à la slide, s'il vous plaît? Si vous regardez bien sur la slide, c'est écrit une goutte, donc 0,06 ml d'eau de Javel par litre d'eau potable. OK? Fait que quand on dit une recette d'eau de Javel, on dit que c'est une dilution d'eau de Javel pour immerger le VFI. Si on était dans un contexte de piscine, parce que peut-être qu'il y a quelques piscinois qui se sont mêlés à nous en plage, mais ça, on pourrait les faire tremper dans l'eau de piscine parce que notre eau est chlorée. Donc, on les trempe 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre pour qu'ils soient désinfectés. Donc, l'accueil des familles, baignade et nagerie libre, même principe, OK? On s'assure de garder la distanciation physique dans l'eau ou hors de l'eau, OK? Donc, le fameux 7 mètres carrés. On peut toujours procéder à des systèmes de réservation, s'assurer que les gens soient au courant. La baignade est interdite jusqu'à 24 heures, voire 48 heures après les derniers symptômes possibles de COVID. On encourage fortement le lavage des mains, soit par eux-mêmes ou à l'entrée. Le port du couvre-visage, je l'ai mentionné tantôt, on ne le porte pas dans l'eau, mais on s'assure de garder l'étiquette respiratoire. Donc, on tousse dans notre coude, on mouche avec des mouchoirs qui sont jetables, on les jette à la poubelle, puis après, on lave les mains. On ne veut pas que vous avaliez l'eau, mais ça, c'est un concept de base et on répète les consignes pour la suite. Dans les
surveillance, OK? Dans la surveillance aquatique, on est dans les mêmes principes, OK? La seule chose qui va changer dans votre surveillance aquatique, OK, c'est votre distanciation physique généralement quand vous êtes entre collègues. OK? On va favoriser une organisation de travail qui ne va pas faire en sorte que vous allez porter le masque de procédure. Là, écoutez-moi bien. OK? Vous surveillez vos plages avec vos lunettes polarisées, votre objet flottant qui est propre à vous. Vous faites vos rotations normalement. Vous faites un lavage des mains entre chaque rotation pour éviter une possible contamination. Tout ce qui est désinfection des chaises, miradors, des choses communes, des frigos, des micro-ondes, OK? Tout ça doit être désinfecté avant et après. Vous allez porter l'équipement de protection individuelle lorsque vous allez devoir briser la distanciation physique. OK? Dès que vous traversez la barrière du 2 mètres, que vous devez intervenir en proximité avec une victime, que ce soit en premier soin mineur ou en premier soin majeur, vous devez porter l'équipement de protection individuelle. OK? C'est quoi l'équipement de protection individuelle? Je le répète, c'est la protection oculaire avec le masque, les gants, OK? Et si vous avez une intervention de proximité, à la suite de votre sauvetage, vous allez changer votre uniforme, prendre une douche savonneuse et retourner par la suite. OK? Avant de mettre votre équipement de protection individuelle, vous vous lavez les mains et même chose après. OK? Donc, je vais en parler un petit peu plus tard, mais dans l'ensemble des choses, c'est tout le temps de penser qu'il y a une désinfection avant et après des choses qu'on partage ou avant et après des choses qu'on utilise. Donc, au niveau du sauvetage, OK, si je dis une victime en train de se noyer, on va favoriser des aides de sauvetage qui vont maintenir le 2 mètres de distance. Donc, dans les 2 mètres de distance, on parle de la bouée tube, de la bouée torpille, d'un aquaplane. Ça va vous permettre de maintenir le 2 mètres de distance. Là, on va favoriser une approche échelonnée de base. Parler, lancer, atteindre. Si on ne peut pas, OK, parler, lancer ou atteindre, qu'on doit traverser cette barrière physique-là, quand on est dans l'eau, on s'approche, on intervient et on sort rapidement la personne de l'eau. Dès que nous sommes sortis de l'eau, notre collègue peut nous attendre pour nous aider. Notre collègue porte l'équipement de protection individuelle pour nous attendre. Nous, on s'assèche, on lave nos mains, on porte l'équipement de protection individuelle, puis on vient l'aider. OK? Au niveau d'une victime qui est submergée, OK, on fait notre approche par l'arrière de la même façon. OK? On va faire nos sorties de l'eau. Mais encore là, on va porter l'équipement seulement à l'extérieur de l'eau. Puis, il faut juste vous assurer d'amorcer la réanimation selon les procédures par la suite. François, François Houle, tu as donné une formation de sauveteur plage, je crois, ce week-end. Est-ce que tu voudrais nous partager ton week-end? Oui, effectivement, bien, il y a plusieurs sauveteurs là, qui ont été formés ce week-end, tant en piscine qu'en plage, mais juste en plage, il y a des dizaines de sauveteurs qui ont soit suivi une formation standard ou une requalification. Donc, on a été en mesure de tester tous les apprentissages qu'on vous fait ce soir, mais qui ont été faits dans les dernières semaines, dans les différents webinaires. Et un peu comme dit Anouk, ce qu'on s'est questionné aussi, c'est pour chacune des victimes, chacune des interventions qu'un sauveteur doit faire, de quelle façon on peut l'adapter pour que ça fonctionne. Donc, comme Anouk l'a dit, on demande à personne de mettre un masque dans l'eau parce qu'on ne veut pas mouiller le masque. C'est vraiment au moment où on va sortir de l'eau, au moment où on va faire l'intervention sur le sable, que, comme Anouk a dit, on va pouvoir nettoyer nos mains, mettre le masque, mettre l'équipement de protection, en fait, à ce moment-là. Donc, tout ce qu'on a durant la formation et durant l'été, quand vous allez avoir à intervenir, on doit se demander, est-ce que
d'approcher à moins de 2 mètres de la victime, c'est vraiment nécessaire. Puis on se rend compte, en le faisant, en essayant de respecter la distance de 2 mètres, qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire sans s'approcher. Donc, vous l'avez là sur la diapositive. Par exemple, en utilisant une bouée tube ou une bouée torpille, pour une victime qui est en détresse, fatiguée, faible, non nageur, il y a moyen de faire une approche échelonnée, un pied d'alerte, d'aller porter la bouée tube, la bouée torpille à la victime sans s'approcher de 2 mètres. Ensuite, si ce n'est pas possible, si c'est une victime un peu plus dynamique, mais il y a moyen de s'approcher par derrière. Donc, il y a souvent, en tout cas, des alternatives pour ne pas être face à face avec la victime, recevoir ses gouttelettes au visage. On pense aussi aux sorties de victimes. Parfois, on est très proche des victimes. Des fois, ça vaut la peine de vérifier est-ce qu'elle est capable de marcher par elle-même plutôt que de se faire prendre systématiquement en béquille humaine. Donc, on ne demande pas de mettre davantage la victime en danger. Si elle a besoin d'être supportée, il faut le faire. À ce moment-là, on pourra s'approcher. Mais dès que ça devient sécuritaire, dès qu'on est à l'extérieur de l'eau, on va pouvoir mettre son équipement de protection individuelle. Donc, j'ai vu beaucoup de questions dans questions-réponses aussi sur toutes sortes de procédures, mais il faut toujours se dire, est-ce que c'est nécessaire que je sois à moins de 2 mètres? Si ce n'est pas nécessaire que je le sois, je peux faire mon intervention à 2 mètres. Donc, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Mais s'il y a quelqu'un qui est en danger, je dois absolument m'approcher dans l'eau, je le fais. Il y a tout un concept aussi d'auto-soin. Là, je vois quelques questions qui disent est-ce que c'est vraiment nécessaire de porter tout l'équipement de protection individuelle pour un bobo plaster? OK? La réponse, c'est est-ce que tu es capable de lui fournir le matériel et qu'il se traite par lui-même? Si la réponse, c'est oui, non, tu n'as pas besoin de porter ton équipement de protection individuelle. Si la réponse est non, parce qu'il a peur du sang et tu dois rentrer en contact avec lui, la réponse est oui, tu dois apporter ton équipement de protection individuelle. Encore là, on revient aux bases du jugement. Si je peux te relancer sur ça, Anouk, oui. J'ai donné beaucoup de formations aussi là, dans la dernière semaine sur discuter avec des sauveteurs, pas juste dans les formations, dans les requalifications, mais pour former les employés pour cet été, pour travailler dans le temps de pandémie. C'est quand on se questionne sur l'approche complète d'une victime, on fait les étapes une par une, puis les moments où on a vraiment besoin d'être proche sont assez rares. Donc, on faisait l'exercice de trouver, moi, des cas où il faut absolument être proche. Puis là, à ce moment-là, on met l'équipement de protection. Mais sinon, si je passe au travers, le consentement de la victime, vérification des dangers, pas besoin, on est capable de faire un examen primaire qui est très raisonnable sans s'approcher de la victime. On est capable de faire un examen secondaire verbal, donc le sample, sans s'approcher de la victime. Donc, il faut essayer de briser là, des habitudes qui, en temps de pandémie, ne sont peut-être pas absolument nécessaires. Quand la pandémie sera terminée, on pourra revenir à ce qui était des bonnes habitudes, mais pour l'instant, on essaie de contourner les risques là, de cette façon-là. Merci. Je vais poursuivre avec la réanimation cardio-respiratoire. C'est un peu le même principe avec le RCR. On s'attend à ce que vous portiez l'équipement de protection individuelle pour faire vos manœuvres. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est si on a un membre de la famille qui est formé pour intervenir ou encore qui est willing ou qui est, selon vous, apte à vous aider, cette personne-là peut faire les ventilations sur votre victime. OK? Encore là, la seule chose qu'il faut s'assurer, c'est qu'avec votre masque de poche, vous ayez soit dans la trousse d'urgence que votre gestionnaire va avoir créée ou sur votre masque de poche personnel, le filtre antiviral. Ce filtre-là va vous permettre de faire les ventilations avec un risque faible, très faible, voire mineur, de contracter la COVID. OK? Ce filtre-là ne doit pas être mouillé, donc je vous encourage à l'avoir justement dans votre trousse. J'appelle ça trousse COVID et non pas nécessairement directement à votre taille. OK? Ou encore, si vous l'avez à votre taille, de le mettre dans un sac Ziploc pour que ça soit étanche puis que vous soyez quand même confiant qu'il ne soit pas mouillé lors des interventions que vous pourriez avoir. OK? Quand ce n'est pas une noyade, donc votre adulte est sur le sable, il tombe inconscient, on peut lui couvrir le visage, appliquer le DA et ne faire que les compressions. OK? Parce qu'on pense que, selon la science, que c'est un arrêt cardio
vasculaire, donc un arrêt cardiaque seulement. Donc, on va venir défibriller et faire le massage en continu. Donc, mais la différence avec les enfants, que ce soit une noyade ou pas, comme on a souvent des chances que ce soit un arrêt respiratoire, les ventilations sont importantes dans tous les contextes pour les enfants. OK? Donc, on veut la réanimation, donc les compressions avec les ventilations. N'oubliez pas que la probabilité qu'une victime de noyade soit porteuse de la COVID est faible. OK? Sauf qu'on vous donne les outils pour que vous soyez apte et que vous soyez en sécurité pour réussir à intervenir adéquatement. Guylaine, est-ce que tu as des questions qui sont posées à ce sujet-là à travers la RCR? Au niveau des valves antivirales et des masques de poche, donc les masques de poche, tu y arrives, je pense? Tu l'as-tu? Oui, j'y arrive. On est sur cette slide-là. Tu vas y arriver avec les filtres antiviraux. Fait que tu y arrives. Fait que Anouk va y répondre. Quelqu'un qui demande comment on fait des insufflations sans contact, bien, c'est impossible. Ça revient à la réponse de tantôt avec François. Il y a des choses en sauvetage où le 2 mètres ne sera pas possible, dont les insufflations et la réanimation cardio-respiratoire. Donc, c'est pas mal ça. Mais si je peux faire du pouce, oui, là, votre sans contact, là, c'est justement l'utilisation de votre masque de poche. OK? Ou encore l'utilisation d'un membre de la famille qui va faire les insufflations pour vous. OK? Si jamais vous êtes formé et que vous avez sur les lieux un ballon masque, il n'y a rien qui vous interdit de le faire. OK? C'est juste que notre position à la Société de sauvetage en ce moment, c'est l'utilisation des masques de poche avec les filtres antiviraux. C'est comme ça qu'on a formé nos sauveteurs dans l'ensemble du Québec. OK? Mais il y en a toujours quelques-uns qui ont cette formation-là sur le ballon masque. Bien, il n'est pas impossible, OK, de l'utiliser. Mais encore là, vos gestionnaires n'ont pas l'obligation d'acheter un ballon masque pour effectuer les ventilations. Là, ce qu'on veut que vous assuriez, c'est que vous ayez un masque de poche avec le filtre antiviral et idéalement avec un élastique, là, comme l'élastique vert qui est ici, pour s'assurer d'avoir l'étanchéité du masque, même si vous êtes seul. OK? Il y a l'embout d'oxygène. Chez moi, il n'y a pas d'oxygène. On n'a pas la formation pour, on ne l'utilise pas. Juste vous assurer que vous ayez le petit bouchon pour boucher le tout. OK? Pour ta question, là, Mary Joy, je m'excuse, je vais répondre en français, mais c'est sûr que tes ventilations, oui, physiquement, ton enfant, c'est 1 à 8 ans. OK? Mais on s'entend qu'un enfant, là, dans l'ensemble des ventilations, là, c'est assurément jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans. OK? Moi, je dis jusqu'à la puberté, ce n'est pas nécessairement un adulte. OK? Donc, il y a possibilité d'assurer les ventilations chez vos enfants. Fait que voilà. On peut continuer. Si vous me permettez, là, oui. Anouk, là, le fameux filtre antiviral, c'est à peu près ce dispositif-là de cette grosseur-là qui vient s'ajouter à ce que vous aviez déjà comme masque de poche. Par la suite, on vient justement rajouter l'autre valve qui est l'anti-reflux comme tel, donc on peut ventiler. Donc, c'est cet adaptateur-là qui est important à ce que vous puissiez obtenir de la part de votre employeur. Merci, Reynald. Donc, dans le concept de premier secours, comme on a mentionné, on l'a plutôt répété, là, moi et François, que si vous n'avez pas besoin d'entrer dans cette distance-là de 2 mètres, bien, faites-le. OK? Essayez d'encourager aux autosoins, demandez aux parents qui donnent les soins pour leurs propres enfants. Il y a des organisations qui ont fait le choix d'avoir un parent avec des enfants en bas de 11 ans. Okay? C'est tout à fait raisonnable et c'est le parent qui doit accompagner les enfants pour donner justement ces soins-là dans des contextes où il y aurait des soins à donner. Donc, je vous rappelle, masque de procédure, lunettes de protection, les gants,
là, tantôt, j'ai entendu l'histoire de... j'ai lu l'histoire de la jaquette. Oui, ça peut être mis, la jaquette. OK? On peut. Sauf que la réalité, on le sait sur les terrains, parfois les jaquettes ne sont pas présentes. Il peut y avoir des jaquettes jetables, des jaquettes lavables, juste s'assurer d'avoir un bac exprès pour ça. Vous pourriez fournir une pile de serviettes que vous allez mettre au lavage par la suite et puis qui va être tout à fait adéquate, puis d'avoir un bac d'uniforme pour que votre sauveteur puisse se changer. Ça aussi, ça peut être tout à fait adéquat. C'est de créer une organisation de travail qui va faire en sorte que vous allez être le moins contaminé possible. Tu me permets, Anouk, là, sur le sujet, là, pendant qu'on y était, on dit là, de s'approcher à moins de 2 mètres si c'est nécessaire. Juste de penser aussi que si c'est nécessaire pour ce moment de l'intervention, c'est pas parce que, par exemple, pour une victime qui pourrait avoir des symptômes d'AVC, je veux la placer dans une certaine position, je ne vais pas avoir le choix là, de m'approcher. Mais après ça, c'est peut-être pas nécessaire que je reste collé après. Donc, de penser vraiment à ce moment précis, est-ce que j'ai besoin d'être à 2 mètres? Merci. Je n'ai pas souvenir si on est à la slide pour le retour à toi, François. Ah non, tu peux continuer pour ça. Parfait. Comment on retire des gants? J'ai fait une petite vidéo que j'ai mis sur YouTube. Je ne l'ai pas mis moi-même, là, mais sur le YouTube de la Société de sauvetage. Le principe, c'est comment utiliser des gants et comment les retirer. Assurez-vous de ne pas vous toucher le visage quand vous portez les gants et de ne pas toucher toutes les surfaces quand vous les portez, parce que ça implique que vous devez vous désinfecter et désinfecter toutes les surfaces que vous avez touchées. J'ai aussi placé sur le YouTube le masque de procédure, comment le porter. Vous assurez qu'il est changé lorsqu'il est souillé, humide ou inconfortable. Et selon les recommandations de votre établissement, mais dans l'ensemble, on se lave les mains avant de mettre le masque, on met le masque, on se lave les mains après. Puis même chose quand on va le retirer, on se lave les mains avant puis on le retire. Donc, il y a toutes ces étapes-là là, qui sont pertinente, mais le masque souvent de tissu pourrait être raisonnable dans un contexte où vous êtes entre collègues dans le chalet et la distanciation physique ne peut pas être respectée. Ici, on a l'équipement de protection individuelle qui est la jaquette, OK, avec tout le port au complet. Mais encore là, moi, le mot d'ordre que je veux vous dire, c'est pratique à mettre l'équipement de protection individuelle. Donc, c'est facile de vous contaminer. Quand vous le mettez, ce n'est pas si grave, mais quand vous l'enlevez, c'est à se pratiquer pour respecter les étapes. C'est pour ça qu'on va vous encourager peut-être juste à changer votre uniforme. Comme ça, les jaquettes, c'est un peu moins de difficulté, mais ça se fait aussi. La liste des équipements de protection, les équipements de secours, pardon, c'est disponible sur votre tableau de bord, comme j'ai dit au départ. Dans votre trousse de premiers soins, il devrait avoir tout ce qui est dans le B1.1 à R11, là, OK, dans cet onglet-là, mais aussi, on peut tout rajouter, en fait, on devrait rajouter tous ces éléments-là. Donc, les masques de procédure, les protections oculaires ou les visières, les masques de poche avec le filtre antiviral, solution hydroalcoolique s'il n'y a pas de station d'eau savonneuse proche, mais qui pourrait aussi vous aider à vous nettoyer les mains avant de mettre votre équipement en proximité de votre victime. Courroie serre-tête pour le masque de poche, comme j'ai mentionné, mais si on n'a pas l'élastique vert, on pourrait s'assurer là, que le masque de poche reste à la même place. Blouse de protection optionnelle, matériel de secours, l'aquaplane et tout ce qui est dans les objets de sauvetage. On va favoriser la bouée annulaire, tube ou torpille pour justement vous assurer de maintenir la distanciation physique. Est-ce qu'on peut utiliser le masque réutilisable? Ce que j'ai mentionné, c'est qu'à ce moment, dans les interventions qui nécessitent des premiers soins ou
des cas majeurs, ce sont les masques de procédure qu'on doit porter. Les masques réutilisables sont plus portés dans les contextes où vous êtes avec vos collègues et que vous ne pouvez pas respecter la distanciation physique. À toi, mon cher François. Oui, donc on vous a fait un espèce de tableau résumé là, sur l'entraînement pour les sauveteurs. Évidemment, là, on vous encourage durant tout l'été à continuer de faire des pratiques de sauvetage, mais en les adaptant d'une façon qu'on puisse respecter le plus possible le 2 mètres. Donc, par exemple, justement, en fin de semaine, il y avait beaucoup de formations qui se donnaient. Bien, on a tous retravaillé notre plan de cours pour trouver une façon de respecter le 2 mètres le plus possible. Un peu comme dans un sauvetage, ce n'est pas toujours possible de le faire. Donc, si il y a certains items qu'on va devoir pratiquer dans l'eau, qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix d'être à moins de 2 mètres de distance. On essaie de minimiser ces moments-là. Donc, il y a plusieurs stratégies à adopter. D'abord, autant dans les formations, les requalifications que les pratiques de sauvetage, quand vous êtes à moins de 2 mètres et qu'on est à l'extérieur de l'eau, bien, on peut porter un masque là, entre collègues, mais ça n'a pas besoin d'être le masque de procédure à ce moment-là. Ça peut être le masque en tissu, là, le masque artisanal. Mais là, on parle vraiment pour les pratiques de sauvetage, pour les formations, pour les requalifications, pas pour les véritables interventions. Donc, vous avez là à l'écran presque l'ensemble des items qu'il y a en plage et vous avez 3 colonnes, donc aucun contact, contact en tandem et utilisation de mannequin. Donc, la première colonne, c'est se dire, est-ce qu'il y a moyen de faire l'item sans qu'il y ait de contact requis, donc de le faire absolument à 2 mètres? Bien, la plupart des items, il y a une possibilité que, du moins pour une partie de l'item, on soit à 2 mètres. Donc, si c'est possible de pratiquer certaines choses à 2 mètres, on peut le faire. Par exemple, je pense aux situations de surveillance aquatique. Si vous voulez pratiquer des situations de surveillance aquatique cet été, vous voulez pratiquer, par exemple, la communication entre sauveteurs, les procédures d'urgence, bien, c'est peut-être pas absolument nécessaire de s'approcher. On peut faire des situations qui nous permettent quand même de pratiquer nos procédures d'urgence, même les procédures majeures, mais sans qu'on ait à toucher des victimes à ce moment-là, si le but, c'est vraiment de pratiquer des communications. Pour toutes vos pratiques de sauvetage, vos formations, tout ça, on vous encourage à faire des tandems. C'est des petites équipes que vous allez déterminer au début de votre formation, de votre pratique. Donc, par exemple, de se dire, bien, on va mettre 2 personnes ensemble ou 3 personnes ensemble là, en fonction de ce que vous faites comme exercice. Et ces personnes-là vont toujours être ensemble pour tous les exercices. Donc, à chaque fois où on aura besoin de s'approcher de quelqu'un, mais ça va être avec notre tandem, avec notre équipe. Donc, une personne n'aura pas à s'approcher à moins de 2 mètres de tous les autres personnes présentes, mais vraiment juste d'1 ou 2 personnes. Et il y a une colonne aussi sur l'utilisation de mannequins. Le mannequin, on parle des mannequins de sauvetage en piscine, mannequins de sauvetage sportif là, qui sont orange. Donc, pour beaucoup d'items, on peut soit carrément remplacer la victime par un mannequin ou du moins pour certaines parties. Donc, si je prends quelques exemples, par exemple, la victime en train de se noyer, bien, on regarde exactement qu'est-ce que je veux pratiquer. Si je veux pratiquer mon approche échelonnée avec la victime, je vais aller dans l'eau, bien, je peux utiliser une véritable victime humaine, lui tendre une bouée de tube, une bouée torpille. Je n'ai pas besoin de m'approcher à moins de 2 mètres. Et je le fais avec mon tandem, là, ma personne qui est dans la même équipe. Si je veux pratiquer une victime inconsciente, je n'ai pas nécessairement besoin en tout temps que ce soit une véritable victime. Je peux faire une bonne partie avec un mannequin de sauvetage. Si je veux pratiquer comment notre dos, comment faire le transport, bien là, pendant ce court moment, on pourrait utiliser une véritable victime, un véritable participant avec notre tandem. Donc, c'est toujours de se demander, encore une fois, est-ce que cette partie-là que je veux pratiquer a besoin d'une véritable victime, d'un véritable humain pour se pratiquer. Donc, essayez de décortiquer vos items. C'est ce qu'on a fait dans les formations. On n'est pas obligé de faire l'item de A à Z, donc de l'entrée à l'eau jusqu'à la prise en charge complète. On peut regarder pour le scinder. Donc, ça va nous permettre de scinder aussi les différentes parties et les moments où on a besoin d'un humain pour peut-être faire une partie avec un mannequin, faire une partie avec un humain. Donc, ça va vous demander pour les chefs sauveteurs, peut-être parmi vous, les gestionnaires, de réfléchir à votre pratique de sauvetage avant pour voir comment je peux l'adapter pour qu'il y ait un minimum de temps où il y a des contacts entre les personnes. Il y a des moments où on n'aura pas le choix. Par exemple, je pense au cas de colonne. Si vous avez une plage où vous n'utilisez pas la planche dorsale,
sortes de raisons, le courant, vague, etc., bien, on n'aura pas le choix de faire une planche humaine avec une victime. On a besoin des bras, donc je ne peux pas utiliser un mannequin. Bien là, c'est un moment où on va avoir besoin d'une vraie victime avec des vrais humains. Bien, nous, ce qu'on a fait dans les formations, c'est qu'il y a un moment où la victime a le visage dans l'eau, on la retourne. À ce moment-là, on ne peut pas avoir de masque, mais on a scindé l'item pour que, dès le moment où on la prend dans nos bras, à ce moment-là, tout le monde a le visage hors de l'eau. Donc, on peut commencer une partie de l'exercice à ce moment-là. Tout le monde a son masque. Donc, la victime et les sauveteurs ont tous un masque, un masque en tissu pour faire cette partie-là de la pratique. Et donc, ça limite, comme on a un contact rapproché, mais ça limite les chances de propagation. Donc, tout ça pour dire que questionnez-vous dans vos pratiques, qu'est-ce que je peux faire avec un mannequin? Qu'est-ce que je peux faire sans contact? Qu'est-ce que je suis obligé de faire avec un contact? Un contact, là, je parle d'être à moins de 2 mètres. Et à ce moment-là, faites-le avec votre équipe. Je vous dirais, durant tout l'été, là, soyez conscients, essayez d'être le plus conscient en tout temps de la proximité que vous avez avec vos collègues aussi. Ça va être difficile de faire respecter des règles de 2 mètres par la clientèle si vous-même, vous ne les respectez pas en collègue. Donc, c'est sûr, c'est des gens que vous connaissez bien, vous êtes habitué de les voir, c'est peut-être pas le premier été avec qui c'est peut-être pas la première fois que vous êtes en contact avec ces gens-là, vous êtes habitué d'être avec eux. Je l'ai vu durant les formations, des sauveteurs qui étaient souvent ensemble. C'est des amis, ont tendance à être proches, mais il faut montrer l'exemple auprès de notre clientèle. Donc, de respecter le 2 mètres si ce n'est pas absolument nécessaire d'être à proximité. Je peux peut-être conclure. Donc, peut-être une diapositive là, sur ce que vous avez à retenir le plus possible. On doit se laver les mains fréquemment. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ça veut surtout dire que si j'ai un contact à faire avec quelque chose qui est partagé, donc de l'équipement commun, mais avant, après, là, ce serait un bon moment pour se laver les mains. Une distance de 2 mètres, pour l'avoir testé, la majorité du temps, c'est possible. Donc, vraiment limiter le contact rapproché au moment où c'est absolument nécessaire. Assurez-vous là, que vous avez un protocole dans votre installation pour du personnel qui aurait des symptômes, donc comment on peut le remplacer, comment on peut intervenir après pour éviter qu'il y ait plus de propagation. Prévoir des équipements, les EPI, c'est les équipements de protection individuelle, donc en prévoir en quantité suffisante pour les interventions. Il ne faut pas arriver une journée, puis finalement, il y en avait juste un là, de réserve pour cette journée-là. De désinfecter les surfaces, les objets qui sont communs, donc on parle des bureaux des sauveteurs, toutes ces choses-là, mais aussi l'équipement qui est directement sur la plage. Si vous avez à organiser des cours de sauvetage aussi, mais comme je le disais, questionnez-vous sur mon plan de cours, est-ce qu'il est encore adapté à la situation actuelle? Est-ce que mes installations sont prêtes à recevoir ce type de cours-là? Donc, regardez tout ça pour, comme je disais, scinder des systèmes, faire le minimum là, de contacts rapprochés. Je m'excuse François, je tiens juste à vous répéter que l'organisation de travail ne doit pas ou peu avoir le port du masque. OK? On ne s'attend pas à ce que vous surveilliez avec un masque dans le visage, ni que vous soyez patrouilleur avec un masque dans le visage, parce qu'on s'attend à ce que vous fassiez une intervention dans l'eau, puis on ne voudrait pas mettre votre santé et sécurité en danger. OK? Donc, le port du masque, c'est seulement quand vous faites une intervention après un sauvetage ou une intervention de premiers soins mineurs ou encore votre RCR. Donc, voilà, ça conclut pour moi. Tout à fait. Il a peut-être la dernière ligne, là, se tenir informé sur l'évolution de la situation. Ceux qui n'ont toujours pas visité le site Internet de la Société de sauvetage, c'est un très bon moment pour le faire. Là. Donc, il y a une section spéciale COVID avec toutes les informations. Tout ce qu'on a mentionné ce soir, là, pratiquement, est sur cette section-là et elle est amenée à évoluer. Donc, c'est possible là, que la semaine prochaine, on vous dise les précisions qu'on a données pour la RCR, finalement, mise à jour, c'est plutôt ça. Pour telle façon de s'occuper de l'équipement, de faire les cours. Donc, c'est important que vous ayez vérifié. C'est important comme sauveteur. S'il y a des chefs sauveteurs ou des gestionnaires qui nous écoutent, c'est encore plus important là, que vous ayez consulté ces sections-là. On essaie de partager là, sur les réseaux sociaux les changements les plus importants, mais
mais on ne peut pas tous les couvrir. Donc, vous avez là, une certaine responsabilité de faire des démarches par vous-même. Si là, on vous met toutes les informations à la bonne place. François, juste avant qu'on passe à l'autre François, Rénal, je ne sais pas si tu peux rallumer ta caméra et remontrer le filtre antiviral avec le Pocket Mask. Il y avait une question dont je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas vu les filtres antiviraux encore. Est-ce que le filtre antiviral peut se positionner par-dessus la valve anti-retour ou on doit retirer la valve anti-retour pour le mettre? Bien, ce que j'en ai compris, c'est qu'on doit venir le déposer entre le masque et la valve anti-retour. Ah, OK. Donc, la valve anti-retour va par-dessus la valve antivirale. Voilà, c'est comme ça Parfait. que c'est prévu dans les dispositifs, là, selon ce qu'on va expliquer. Parfait, merci de la précision. Et c'est important, je rajouterais, il y a différents masques de poche sur le marché, donc c'est important de s'assurer auprès de votre fournisseur que le filtre est bien le filtre qui est fait pour le masque de poche, donc pour s'assurer que ça soit bien étanche là, lorsqu'il sera utilisé. Donc, contactez votre fournisseur, puis il sera en mesure de vous donner l'information adéquate. En terminant, j'aimerais vous rappeler que la Société de sauvetage a voté le 24 avril dernier, le conseil d'administration de la Société de sauvetage a voté une politique sur le harcèlement et les inconduites. La Société de sauvetage s'engage à mettre en place cette politique dans l'attente d'une politique provinciale qui viserait à toucher l'ensemble des sports, activités et de loisirs et de plein air. On s'engage à mettre les principes de l'avant puis à prendre des actions pour établir un milieu sain, respectueux et sécuritaire. Puis on souhaite encourager toutes les relations harmonieuses entre les membres de la Société de sauvetage. L'objectif de la politique est d'établir des normes de comportement qui sont appropriées pour que les membres puissent s'épanouir dans le respect et la dignité. On condamne à la Société de sauvetage toute forme de harcèlement ou d'inconduite et on encourage les membres à justement dénoncer s'ils sont victimes ou témoins de harcèlement ou d'inconduite. La politique est disponible sur votre tableau de bord et il y a un formulaire dans lequel vous allez pouvoir faire part des observations, si vous observez toute forme d'inconduite ou de harcèlement, et on va traiter chaque plainte en toute neutralité et on va s'engager à faire un suivi. Cette politique touche toutes les activités de la Société de sauvetage, que ce soit des formations, des examens de recertification ou des activités qui ont lieu dans le cadre des activités régulières de la Société de sauvetage et elle touche autant les employés que les bénévoles. Donc, je vous invite à consulter cette politique sur votre tableau de bord. En terminant, j'aimerais faire un avertissement. Vous savez, dans cette ère du COVID-19, les informations changent rapidement. À la Société de sauvetage, on s'engage à demeurer à jour et à vous tenir informés. Donc, on vous invite à suivre là, notre section COVID-19, notre dossier spécial COVID-19. Je tiens aussi à informer et à préciser que les informations qu'on vous a présentées ce soir ne viennent en aucun cas modifier ou substituer les règles ou les directives de la santé publique, que ce soit de la santé publique au niveau provincial ou de votre santé publique régionale. Donc, on vous invite à suivre les directives de la santé publique dans votre région et de suivre les nouvelles informations qui pourraient être publiées par la Société de sauvetage en lien avec le COVID-19. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, à nous transmettre vos questions, à aller consulter notre dossier spécial. On se fait un devoir de pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui nous sont adressées. Et si on n'a pas la réponse, on va adresser la question aux autorités de la santé publique pour pouvoir vous donner, à vous les membres, les réponses auxquelles vous êtes en droit d'avoir. Donc, merci ce soir à Anouk, merci à François, merci aussi à Rénal, merci à Guylaine qui
était à l'œuvre pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne saison estivale. C'est important, votre présence sur les plages. On ne le répétera jamais assez. On encourage les gens à aller se baigner sur les plages publiques parce que vous êtes là, pour assurer leur sécurité. Donc, je vous souhaite un excellent été, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci François. Merci Anouk. Merci d'avoir été là. Vous restez en ligne, Anouk et François? Ben, Anouk et les deux François. Merci d'avoir été là. Est-ce que je vois plusieurs équipes de sauvetage ont participé à la présentation ce soir? Merci. Puis bon été dans vos plages respectives. On a eu droit à beaucoup de questions ce soir. Pas long, Rénal, les gens ne sont pas partis. Oui, mais c'est correct, on dit correct. Oui, beaucoup de questions intéressantes, pertinentes. En même temps, peut-être que je me trompe, mais on sentait un petit peu plus de vécu. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé à travailler. Bye. Il va falloir que je trouve la fonction de comment faire sortir tout le monde. Ça a l'air qu'il y en a une. Oui, ça doit, je ne l'ai jamais trouvé encore.